Il existe des liens du sang qui ressemblent à des chaînes invisibles. Dans de nombreuses familles, l'amour cohabite avec le contrôle, l'affection se mêle à la peur et le devoir se confond avec la culpabilité. Combien de fois un simple « non » semble-t-il être un péché, et le silence devient-il le seul refuge possible? Combien de fois le mot « famille » est-il utilisé comme une armure pour justifier la violence psychologique, le chantage et l'imposition? Carl Jung disait que l'inconscient collectif est la scène où se déroulent les répétitions les plus anciennes de l'âme humaine. Et sur cette scène, la figure du manipulateur apparaît non pas comme un méchant isolé, mais comme un personnage symbolique, quelqu'un qui, incapable de gérer son propre vide, tente de modeler le monde qui l'entoure. La manipulation n'est pas seulement un comportement, c'est un symptôme. C'est le reflet d'une âme qui a perdu le contact avec sa propre intégrité et qui, par conséquent, a besoin d'utiliser les autres comme une extension d'elle-même. Dans chaque famille, il y a des rôles qui se répètent. Celui qui sauve, celui qui blâme, celui qui se sacrifie et celui qui exige. Et derrière chacun d'eux, il y a une structure invisible mue par la peur et le besoin. Le manipulateur émotionnel n'a souvent pas conscience de sa propre ombre. Il croit qu'il prend soin, protège, fait le bien, alors qu'en réalité il étouffe l'autonomie de ceux qu'il aime. Son amour est comme une main qui serre trop fort. Il offre la sécurité, mais empêche le mouvement. La manipulation est l'art de contrôler sans paraître contrôlant. Elle se déguise en attention, se pare d'affection, mais au fond, c'est un appel désespéré à l'attention. Le manipulateur vit dans la peur d'être oublié, d'être insignifiant, de perdre le rôle central qu'il croit avoir dans la vie des autres. C'est pourquoi il crée des situations où l'autre se sent coupable de s'éloigner, ingrat de vouloir sa liberté, égoïste de penser à lui-même. C'est une prison construite avec des mots doux et des gestes calculés. Jung expliquait que l'inconscient est comme un miroir qui renvoie, de manière symbolique, ce que nous ne voulons pas voir. C'est pourquoi plus quelqu'un essaie de contrôler l'autre, plus il révèle son propre manque de contrôle. L'âme humaine a horreur du vide, et c'est de cette horreur que naissent les manipulations les plus subtiles. Ceux qui ne supportent pas leur propre silence tentent de dominer le silence des autres. Ceux qui ne comprennent pas leur douleur tentent de la contrôler à travers ceux qu'ils aiment. Le drame, c'est que le manipulateur se rend rarement compte du mal qu'il fait. Il se convainc que tout ce qu'il fait, c'est par amour, alors qu'en réalité l'amour n'est devenu qu'un déguisement pour la peur. Et la peur, lorsqu'elle n'est pas reconnue, se transforme en pouvoir destructeur. Elle sape la confiance, déforme les liens et crée un brouillard émotionnel qui empêche toute véritable coexistence. Le premier point que Jung soulignerait est simple mais profond. Tout contrôle est de la peur déguisée. Le besoin de manipuler ne vient pas de la haine, mais de l'insécurité. C'est la peur silencieuse de perdre de son importance, d'être oublié, de ne plus avoir de pouvoir sur l'autre. Derrière le parent contrôlant se cache un enfant blessé qui craint encore l'abandon, quelqu'un qui n'a jamais appris à faire confiance à l'amour inconditionnel. La manipulation est la forme la plus sophistiquée d'essayer d'empêcher l'inévitable, la liberté de l'autre. C'est un cri inconscient qui dit « Ne me quitte pas, ne m'oublie pas, sans toi je disparais ». Mais l'amour qui naît de la peur est toujours une prison, et la peur qui se déguise en amour détruit le lien même qu'elle tente de préserver. Jung considérait le contrôle comme une compensation de l'ego, l'effort du « petit moi », pour maintenir une illusion de sécurité face à l'incertitude de la vie. Le manipulateur croit que si tout est sous son contrôle, rien ne peut le blesser. Mais l'inconscient humain n'accepte pas d'être emprisonné. Plus l'ego tente d'imposer sa volonté, plus l'inconscient réagit, créant des conflits, des maladies et des éloignements. C'est ainsi que naissent les familles malades, où l'affection devient une monnaie d'échange et l'amour une dette à recouvrer. Le contrôleur dit souvent « Je veux seulement le meilleur pour tout le monde ». Mais ce qu'il veut vraiment, c'est ne pas perdre son rôle principal. Il confond amour et obéissance, attention et possession, présence et surveillance. Et chaque fois qu'il sent qu'il perd du terrain, il réagit avec subtilité. Une critique déguisée en préoccupation, un souvenir amer de ce qu'il a fait pour l'autre, un silence stratégique qui provoque la culpabilité. Ce ne sont pas seulement des attitudes, ce sont des stratégies psychiques de survie. L'âme humaine a horreur de l'insignifiance, et la peur de la perte est souvent la peur de ne plus avoir de valeur. C'est pourquoi le manipulateur insiste pour tout contrôler, les décisions, les horaires, les émotions, jusqu'à ce que l'autre doit ressentir.
Il croit que s'il perd le contrôle, il perdra l'amour. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que le véritable amour ne naît que là où il y a de l'espace, pas là où il y a de la surveillance. La psychologie profonde de Jung enseigne que le contrôle est le contraire de la conscience. Alors que le contrôleur tente de forcer le monde extérieur à s'adapter à lui, l'individu conscient apprend à ajuster son monde intérieur. Le premier domine les autres, le second se domine lui-même. C'est la différence entre le pouvoir et la sagesse. La vérité est que personne ne perd de pouvoir en laissant l'autre être libre. Au contraire, seul celui qui a confiance dans le lien est capable de lâcher les rênes. La confiance est l'expression la plus élevée de l'amour, car elle naît de la reconnaissance que l'autre ne nous appartient pas. Et l'amour mûr n'a pas besoin de laisse. Il s'épanouit en l'absence de contrôle. Lorsque Jung parlait d'individuation, le processus qui consiste à devenir entier, il disait que toute tentative de contrôler le monde est une fuite de la connaissance de soi. Le véritable contrôle ne porte pas sur les personnes, mais sur ses propres pulsions, ses peurs et ses blessures. C'est pourquoi la libération du contrôleur commence, lorsqu'il accepte d'affronter sa propre fragilité. L'âme qui reconnaît sa propre peur a déjà fait le premier pas pour la guérir, car la peur nommée perd de sa force. Et lorsque le manipulateur comprend enfin qu'il n'a pas besoin d'emprisonner qui que ce soit pour être aimé, il découvre ce qu'il a toujours recherché, la sécurité qui naît de l'intérieur et non de l'obéissance des autres. En fin de compte, toute forme de contrôle n'est qu'une tentative de fuir la solitude, mais c'est précisément en acceptant la solitude, cet espace où le moi rencontre sa propre ombre, que commence la véritable liberté. Et là où il y a la liberté, l'amour recommence à respirer. Si vous aimez les réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. La manipulation émotionnelle s'impose rarement par la force. Elle n'a pas besoin de crier ni de menacer. Elle s'infiltre par la culpabilité, cette émotion subtile qui fait que l'autre se sent coupable même lorsqu'il fait ce qu'il faut. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est peut-être l'une des phrases les plus venimeuses jamais prononcées au sein d'une famille. C'est le murmure de l'ombre, l'instrument le plus efficace pour maintenir quelqu'un captif. La culpabilité transforme la gratitude en servitude. Carl Jung disait que l'ombre est la partie refoulée de la psyché, tout ce que l'individu n'accepte pas en lui-même et qu'il projette donc sur les autres. Le manipulateur projette sa propre culpabilité. Il se sent indigne d'amour, mais ne supporte pas ce sentiment. Alors il essaie de faire en sorte que l'autre se sente coupable de ne pas l'aimer suffisamment. Au fond, ce qu'il veut, c'est une confirmation. Il veut entendre qu'il est bon, nécessaire, indispensable. Mais comme il ne sait pas le demander directement, il crée des scénarios où l'autre est obligé de se justifier, de compenser, de prouver son amour. La culpabilité devient ainsi un mécanisme de contrôle silencieux. Le manipulateur sait que la plupart des gens préfèrent se sentir dans l'erreur plutôt que rejetés. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un s'éloigne, il active le souvenir du sacrifice. Il se souvient de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a donné, de tout ce qu'il a supporté. Le message implicite est clair. Tu me dois quelque chose. Et cette dette émotionnelle est impayable, car elle a été créée pour ne jamais prendre fin. Jung voyait dans la culpabilité l'une des distorsions les plus dangereuses de l'inconscient. Elle maintient l'individu prisonnier du passé, l'empêchant de grandir. Celui qui vit dans la culpabilité n'agit pas par amour, mais par peur de perdre l'amour. Et c'est là le fondement de la manipulation. Échanger la spontanéité de l'affection contre l'obligation de réparation. Cependant, ce que le manipulateur ne réalise pas, c'est qu'il est lui aussi prisonnier. En essayant de faire culpabiliser les autres, il ne fait que renforcer sa propre culpabilité. Plus il exige, plus il a l'impression de ne pas recevoir. Plus il réclame de l'amour, plus il se sent vide. C'est le cercle vicieux de l'ombre. Projeté pour ne pas regarder à l'intérieur de soi, blessé pour ne pas ressentir la douleur, contrôlé pour ne pas affronter l'abandon intérieur. La guérison commence dès que cette projection est reconnue, quand on comprend que l'autre n'est pas responsable de combler ce qui est brisé en nous, que le véritable amour n'exige pas de pénitence, que l'affection ne peut être achetée au prix du sacrifice, et que personne ne doit se sentir coupable de désirer la paix. La conscience est l'antidote qui dissout le poison. Pour Jung, la conscience morale authentique ne naît pas de la culpabilité, mais de la responsabilité.
La culpabilité paralyse. La responsabilité libère. La culpabilité dit « tu es mauvais ». La responsabilité dit « tu peux faire mieux ». C'est pourquoi la maturité émotionnelle exige un échange silencieux. Abandonner la culpabilité pour embrasser la responsabilité d'être qui on est, sans masque, sans chantage, sans dettes affectives. La manipulation soutenue par la culpabilité est comme un nœud qui se resserre lentement. Au début, cela ressemble à de l'affection, puis cela devient du contrôle, et enfin, cela étouffe même l'amour. Seuls ceux qui brisent ce schéma, ceux qui osent dire non sans se sentir cruels, peuvent respirer à nouveau. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'instinct de conservation. Car aimer, ce n'est pas permettre à l'autre de nous reprocher de vivre. La véritable libération survient lorsque l'on comprend que la culpabilité n'est pas synonyme d'amour, mais d'emprisonnement, et que le courage de regarder sa propre ombre est le seul moyen de sortir du labyrinthe. Celui qui aime consciemment ne réclame rien, n'exige rien, ne pèse pas. Il aime avec légèreté, parce qu'il s'est déjà réconcilié avec ce qu'il y a de plus sombre en lui. Au final, la leçon est simple et profonde. Celui qui aime libère, celui qui exige emprisonne. Et il n'y a de guérison que lorsque l'on choisit enfin la liberté plutôt que la culpabilité. Jung disait que l'homme moderne ne souffre pas d'un manque de connaissances, mais d'un manque de sens. Nous vivons entourés d'informations, mais déconnectés de nous-mêmes. Et c'est ce vide intérieur, ce trou existentiel qu'aucune compagnie ne peut combler, que beaucoup tentent de boucher en contrôlant les autres. La manipulation est avant tout une tentative désespérée d'échapper au silence intérieur. Le manipulateur est quelqu'un qui craint sa propre insignifiance. Plus il se sent inutile, plus il a besoin d'être nécessaire. Il veut être au centre des décisions, le conseiller, le juge, le martyr, l'axe autour duquel tout le monde tourne. Il ne supporte pas l'idée de ne pas être consulté, de ne pas être rappelé, de ne pas être indispensable. Derrière son apparence de force se cache une âme qui n'a pas appris à trouver la paix dans sa propre solitude. Mais cette envie de contrôler est en réalité une fuite. Il est plus facile de dominer que d'affronter son propre silence. Il est plus facile de dicter la vie des autres que de répondre à la question qui le hante. Qui suis-je si je ne contrôle personne? C'est la question que tout manipulateur évite, car la réponse exige de regarder à l'intérieur de soi. Et l'inconscient n'est pas un miroir qui pardonne facilement. Pour Jung, le vide existentiel n'est pas un échec, mais une invitation. Il survient lorsque l'âme réclame un nouveau sens, lorsque l'ancien mode de vie ne suffit plus. Le problème est que le manipulateur n'entend pas cet appel. Au lieu de traverser le désert intérieur, il construit des châteaux extérieurs de pouvoir et d'influence émotionnelle. Il crée une dépendance chez les autres, croyant que si tout le monde a besoin de lui, il ne sera jamais seul. Mais c'est là l'illusion la plus cruelle. Plus il essaie d'être nécessaire, plus il s'éloigne de lui-même, et plus il se retrouve seul. La manipulation est donc un mécanisme de déni. Nier le vide, nier la douleur, nier la solitude. Le manipulateur projette son propre chaos sur l'autre. Il veut corriger, conseiller, donner son avis, interférer, tout pour ne pas avoir à faire face à l'abîme intérieur qui l'appelle à la transformation. C'est comme si, en occupant l'autre avec ses conseils, il pouvait faire taire les voix qui résonnent en lui. Mais la vérité jungienne est implacable. Personne ne peut échapper indéfiniment à son propre inconscient. Tout ce qui est refoulé revient tôt ou tard. Ce qui n'est pas accepté revient sous forme de destin, dans les ruptures, les maladies, les éloignements. Le manipulateur, qui craint tant de perdre le contrôle, finit par provoquer exactement ce qu'il redoute, l'isolement. Il perd la confiance des autres, perd le respect, et se rend peu à peu compte que plus il a essayé de garder tout le monde près de lui, plus il les a éloignés. Jung appelait ce processus « confrontation à soi-même ». Le moment où l'âme est obligée d'affronter ce qu'elle a nié toute sa vie, et c'est dans cette confrontation que commence la possibilité de guérison. Il n'y a pas de transformation sans traverser le vide, sans accepter le silence, sans reconnaître que le contrôle a toujours été un déguisement pour la peur de disparaître. Tant qu'il n'y a pas d'auto-confrontation, il n'y a pas de paix. La manipulation n'est qu'un palliatif à un mal plus profond, le manque de sens. Et tandis que l'individu tente de combler le vide avec des personnes, des tâches ou du pouvoir, l'âme continue de réclamer ce dont elle a vraiment besoin, du sens. Le paradoxe est cruel et révélateur. Ce que le manipulateur craint le plus, se retrouver seul, est ce qu'il provoque le plus.
car personne ne supporte de vivre sous le regard constant de celui qui a besoin de dominer pour exister. L'amour échappe au contrôle comme le vent échappe aux mains, et lorsque le manipulateur se retrouve enfin seul, il a devant lui la seule véritable opportunité de se retrouver, affronter son propre vide et découvrir qu'il n'est pas une punition, mais le début d'une nouvelle conscience. L'âme mûre comprend que le vide ne doit pas être craint, mais habité, car c'est en lui que la vie se réorganise, que l'ego se dissout et que l'être apprend enfin ce qu'est la liberté intérieure. Au fond, ce que le manipulateur recherche en essayant de contrôler les autres est la même chose que nous recherchons tous, un sens pour continuer à exister. La différence est qu'il cherche à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Il existe une manipulation silencieuse, dissimulée sous des gestes d'apparente générosité. C'est la bonté stratégique. Aider pour se rendre indispensable, offrir pour réclamer ensuite, céder pour contrôler. Jung appelait cela la persona, le masque social que l'individu crée pour cacher ce qu'il est réellement. La persona n'est pas, en soi, quelque chose de négatif. Nous en avons tous besoin pour vivre en société. Le problème commence lorsque le masque devient le visage et que le rôle remplace la vérité intérieure. En surface, cela ressemble à de l'affection. Au fond, c'est un besoin de reconnaissance. Le manipulateur bienveillant ne veut pas seulement être utile, il veut être admiré. Il veut être le pilier de la famille, le martyr qui supporte tout, l'exemple que personne n'atteint. Mais cette image idéalisée a un coût terrible. Elle l'éloigne de l'authenticité. Il en vient à jouer le rôle du sauveur avec une telle perfection qu'il en oublie d'être humain. Et lorsque l'amour devient un spectacle, l'autre cesse d'être aimé et devient manipulé. La bonté utilisée comme outil de pouvoir est la forme la plus sophistiquée de domination émotionnelle. Le manipulateur offre son aide, non pas pour alléger le fardeau de l'autre, mais pour renforcer sa supériorité morale. Regarde comme je suis bon, et comme tu es ingrat de ne pas le reconnaître. L'aide s'accompagne d'une condition invisible, la dette émotionnelle. À chaque geste, l'autre se sent plus prisonnier, plus coupable, plus incapable de rendre la pareille. Et c'est exactement ce que souhaite le manipulateur, devenir indispensable, irremplaçable, adoré. Jung voyait dans cette attitude une inflammation de l'ego moral, une sorte de vanité spirituelle, qui dissimule le désir de contrôle sous le manteau de la vertu. Le manipulateur bienveillant se croit le gardien de l'harmonie, le porteur de la vérité, le seul capable de résoudre les conflits. Mais derrière cette apparence de pureté se cache une peur profonde, la peur d'être insignifiant. Il a besoin de la dépendance des autres pour se sentir vivant. Sa générosité n'est pas un don, c'est un investissement émotionnel. Et comme tout investissement, il attend un retour. La psyché humaine, cependant, est sensible. Même lorsque rien n'est dit, l'inconscient perçoit la différence entre un geste pur et un geste calculé. Le corps le ressent, l'énergie change, le lien s'use. Ceux qui sont la cible de cette bonté contrôlante ressentent le poids invisible de la dette et commencent, petit à petit, à s'éloigner. La cohabitation devient étouffante, car l'amour qui exige de la gratitude cesse d'être de l'amour. C'est une forme de domination déguisée en attention. C'est une vérité que peu de gens ont le courage d'admettre. Le bien fait par calcul n'est qu'une forme raffinée d'égoïsme. La générosité authentique n'exige pas de reconnaissance. Elle naît du débordement et non du besoin d'applaudissements. Et le véritable amour ne demande jamais de témoin, car sa récompense est l'acte lui-même. Jung disait que l'homme ne devient entier que lorsqu'il reconnaît ses intentions cachées. C'est pourquoi le manipulateur qui agit au nom de la bonté doit affronter sa propre ombre, cette partie de lui-même qui se nourrit d'approbation et de pouvoir. Tant qu'il ne reconnaîtra pas que son aide est aussi une forme de domination, il restera prisonnier de l'illusion qu'il est meilleur que les autres. Et dans cette illusion, il s'éloignera de plus en plus de ce qu'il recherche réellement, l'affection sincère. Lorsque la bonté devient un instrument de pouvoir, elle perd son âme. Car l'amour qui contrôle n'est pas de l'amour, c'est la peur de ne pas être aimé. Et la peur, lorsqu'elle se pare de vertu, devient encore plus dangereuse, car elle trompe même ceux qui la ressentent. La quatrième vérité est dure, mais libératrice. La véritable bonté n'a pas besoin de témoins. Elle agit pour le bien en soi, pas pour l'image. Elle donne sans attendre, offre sans rien demander en retour, aide sans s'imposer. Et celui qui aime vraiment n'a pas besoin de prouver qu'il aime.
Il suffit de vivre en paix. La guérison de ce schéma commence lorsque l'individu cesse de rechercher l'importance chez les autres et se tourne vers l'intérieur, reconnaissant que la valeur ne dépend pas des applaudissements, mais de la cohérence entre ce que l'on fait et ce que l'on est. L'âme qui agit par conscience et non par vanité trouve une sérénité qu'aucun compliment ne peut offrir, car en fin de compte, la véritable bonté est silencieuse, et c'est précisément dans ce silence que réside l'authenticité de l'amour. Peu de manipulateurs naissent ainsi, la plupart ont appris en observant. Dès leur plus jeune âge, ils ont vu l'affection être utilisée comme monnaie d'échange, l'amour être conditionné, le silence être échangé contre l'obéissance. Ils ont grandi dans des foyers où l'affection était assortie de conditions. Fais cela et je t'aimerai. Obéis et tu mériteras mon attention. Et sans s'en rendre compte, ils ont gravé dans leur âme la mauvaise leçon, celle selon laquelle l'amour doit être conquis et le pouvoir conservé. Carl Jung affirmait que les modèles psychiques se transmettent de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un en prenne conscience. L'esprit humain n'est pas une tabula rasa. Il porte dans les couches de l'inconscient les fragments émotionnels de ceux qui l'ont précédé. C'est pourquoi le parent manipulateur est souvent le maillon intermédiaire d'une chaîne ancienne. Il répète ce qu'il a reçu sans se rendre compte qu'il perpétue la souffrance. La manipulation est donc un héritage invisible, transmis non pas par des mots, mais par des exemples, des gestes et des silences. L'enfant qui a appris à plaire pour être accepté, en grandissant, essaie de plaire pour contrôler. Celui qui a été humilié humilie pour ne pas se sentir faible. Celui qui n'a jamais été écouté exige d'être écouté à tout prix. Ainsi, le traumatisme se déguise en caractère et la douleur se transforme en habitude. Le manipulateur croit aimer, alors qu'en réalité, il ne fait que répéter l'amour qu'il a connu, un amour confus, plein de culpabilité et de peur. Ernst décrivait cela comme des complexes familiaux, des noyaux d'énergie émotionnelle hérités, qui influencent inconsciemment le comportement. Ces complexes agissent comme des scénarios cachés. Ils poussent l'individu à réagir, à répéter et à revivre des situations sans savoir pourquoi. C'est pourquoi le manipulateur n'agit pas seulement par choix moral. Il agit parce qu'il est prisonnier d'un schéma qui le dépasse. C'est comme si une force ancienne le poussait à répéter la même histoire, avec de nouveaux personnages et les mêmes blessures. Mais comprendre ne signifie pas justifier. C'est une vérité qui exige de la compassion sans connivence. Comprendre les origines de la manipulation, ce n'est pas accepter l'abus, mais voir le mécanisme qui le produit. La conscience n'est pas de l'indulgence, c'est de la clarté. Et ce n'est que dans la clarté qu'il est possible de briser le cycle. Tant que le schéma restera inconscient, il continuera à se reproduire, passant de génération en génération, revêtant de nouveaux masques, mais blessant de la même manière. Chaque famille porte ses propres mythes inconscients. La mère qui doit être sacrifiée, le père qui décide de tout, le fils qui doit payer la dette de ses parents. Ces récits façonnent les comportements sans que personne ne s'en aperçoive. Et le manipulateur est souvent le gardien inconscient de ces histoires, celui qui maintient le scénario en vie, même si cela coûte la paix de tous. Il croit préserver la famille, mais en réalité, il perpétue la prison émotionnelle dont il a hérité. Il n'y a pas de remède pour le manipulateur sans le miroir de la vérité. Il doit voir, avec lucidité et douleur, que la blessure qu'il inflige est la même que celle qu'il a reçue un jour, que le contrôle qu'il impose est le reflet du désarroi qu'il a ressenti, et que le pouvoir qu'il recherche n'est qu'une tentative pour ne pas revivre l'abandon. Lorsque cette prise de conscience survient, quelque chose commence à changer. Le cycle est enfin brisé, non par la colère mais par la conscience. Jung disait que ce qui n'est pas ramené à la conscience revient sous forme de destin. Tant que la manipulation restera cachée, elle continuera à façonner des vies. Mais quand quelqu'un dans la famille a le courage de dire « ça suffit », de regarder en arrière sans rancœur et en lui-même sans crainte, le destin cesse de se répéter et commence à se transformer. L'héritage cesse d'être une prison et devient un apprentissage. C'est ainsi que naît le véritable héritage, non pas celui de contrôler les autres, mais celui de se libérer du passé. Toute manipulation a besoin d'une réaction pour exister. S'il n'y a pas de culpabilité, s'il n'y a pas de défense, s'il n'y a pas de justification, le jeu perd son sens. Le manipulateur a besoin du conflit pour se sentir vivant. C'est dans l'affrontement qu'il réaffirme son propre pouvoir. C'est dans la confusion émotionnelle qu'il se sent important.
C'est pourquoi, lorsque quelqu'un refuse de réagir, le manipulateur perd le contrôle de l'intrigue et le drame s'effondre. Carl Jung enseignait que la conscience apparaît lorsque l'énergie psychique est retirée de la projection. En d'autres termes, lorsque nous cessons de réagir au comportement de l'autre et que nous tournons notre attention vers l'intérieur. Le manipulateur lance l'appât émotionnel en espérant être récompensé. Il veut la riposte, l'explication, la demande de pardon. Mais lorsque l'autre reste serein, lorsqu'il répond calmement ou ne répond tout simplement pas, quelque chose d'inattendu se produit. Le cycle s'interrompt. Le silence devient alors un outil thérapeutique. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais de maîtrise de soi. Le silence conscient n'est pas une fuite, c'est une force. C'est le choix de ne pas alimenter le chaos que l'autre tente de provoquer. Répondre avec sérénité, c'est désamorcer le drame. Paradoxalement, le calme est la forme de résistance la plus puissante, car le manipulateur ne sait pas gérer l'équilibre. Il se nourrit du désordre, des émotions incontrôlées, du terrain instable des réactions impulsives. Alors qu'il n'attend qu'une explosion, le silence le confronte à son propre manque de contrôle. Jung considérait ce mouvement comme une étape essentielle dans le processus d'individuation, le chemin par lequel l'être humain devient entier. Tant que l'individu réagit automatiquement à l'autre, il reste prisonnier du jeu des projections. Mais lorsqu'il commence à s'observer, lui-même et l'autre, avec distance et clarté, la liberté intérieure apparaît. Celui qui maîtrise ses propres impulsions cesse d'être ballotté par les émotions des autres. Il commence à agir, et non plus à réagir. Le manipulateur ne supporte pas ce changement, car il le prive de ce qu'il désire le plus, l'influence. Il sent le contrôle lui échapper, il sent le scénario lui échapper. Et plus il essaie de provoquer, plus le silence le met à nu. Sans l'écho de la réaction, sa voix perd de son pouvoir. Sans le miroir de la culpabilité, son autorité s'effondre. Il est clair que ce silence n'est pas une absence de sentiment. Au contraire, il exige du courage, de la maturité et une profonde connaissance de soi. Rester calme face à la manipulation, c'est comme rester immobile au milieu d'une tempête. Le monde crie, mais l'âme reste ferme. C'est là que la conscience remplace l'instinct et que la sérénité devient protection. La vérité était que le silence n'est pas vide, c'est un espace. C'est là que le bruit extérieur s'estompe et que le discernement s'épanouit. Ceux qui ont appris à observer plutôt qu'à justifier ont déjà entamé le processus de libération. Car le manipulateur ne supporte pas ce qu'il ne peut dominer. Et rien n'est plus indomptable qu'un esprit en paix. Le silence, lorsqu'il vient de la lucidité, n'est pas une omission. C'est un pouvoir. C'est la manifestation de la conscience qui refuse de jouer le même jeu. Et dans ce geste simple mais transformateur, l'individu prouve que la maturité ne consiste pas à gagner des disputes, mais à ne pas en avoir besoin. Enfin, Jung rappelait que « ce à quoi nous résistons persiste ». Le manipulateur qui refuse de se regarder est condamné à répéter les mêmes schémas, en changeant seulement les visages de ses victimes. L'histoire se répète non pas parce que le destin est cruel, mais parce que l'inconscient exige d'être entendu. Ce qui est nié revient, dans les relations, les pertes, les maladies, et surtout dans les répétitions silencieuses qui traversent les générations. La guérison ne réside pas dans la punition, mais dans la reconnaissance de soi. La manipulation est le reflet d'une âme qui a perdu le contact avec sa totalité, un être fragmenté, divisé entre ce qu'il montre et ce qu'il cache. Jung disait que l'être humain ne n'est pas complet. Il doit se construire à travers l'intégration de l'ombre, c'est-à-dire l'acceptation des parties qu'il rejette en lui-même. Et tant que cette ombre sera niée, elle continuera à régner de manière invisible. L'individu croit être en contrôle, mais en réalité, il est contrôlé par ce qu'il refuse de voir. Une fois intégrée, l'ombre devient une force créative. C'est elle qui donne de la profondeur au caractère, de la compassion au jugement et de l'humilité à l'âme. Mais lorsqu'elle est niée, elle devient un poison. En projetant sur les autres ce qu'il n'accepte pas en lui-même, la peur, la jalousie, le ressentiment, le manipulateur crée une réalité déformée où tout le monde semble avoir tort, sauf lui. Il vit dans une tension constante, essayant de corriger les autres pour ne pas avoir à affronter son propre déséquilibre. C'est là le piège de l'inconscience, passer toute sa vie à essayer de s'échapper de soi-même. Le chemin de l'individuation, le processus qui consiste à devenir entier, commence lorsque l'individu accepte sa propre obscurité. Il ne s'agit pas de la rendre vertueuse, mais de la comprendre, de voir que le bien et le mal coexistent en chacun de nous,
et que la lumière n'a de sens que parce qu'il y a de l'ombre autour. Jung affirmait que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Et c'est dans cette confrontation intérieure que l'âme mûrit. Personne n'est complètement victime ni complètement coupable. Tout le monde porte en soi une part de l'ombre familiale, les douleurs non résolues, les secrets, les fautes héritées. Mais la conscience est le point de rupture. Celui qui a le courage de regarder en lui-même rompt la chaîne invisible qui le lie aux répétitions inconscientes du passé. Il cesse d'être l'otage des pulsions héritées et commence à agir librement. Affronter sa propre ombre est un acte d'amour. L'amour le plus difficile et le plus nécessaire. L'amour pour ce qui est imparfait, contradictoire, humain. Car seul celui qui reconnaît sa propre obscurité peut comprendre l'obscurité de l'autre sans le juger. Et c'est à ce moment-là que le manipulateur, s'il parvient à franchir ce pas, cesse d'être un perpétrateur de douleur et devient un agent de transformation. L'ombre n'a pas besoin d'être vaincue, elle a besoin d'être accueillie. Elle est la partie qui manquait pour que l'être humain devienne entier. Et ceux qui ont le courage de traverser ce territoire inconnu trouvent quelque chose que le contrôle ne pourrait jamais offrir, la véritable paix intérieure. Car, en fin de compte, il n'y a pas de plus grande liberté que celle de se réconcilier avec soi-même, sans masque, sans peur, sans fuite. Le parent manipulateur croit contrôler les autres, mais il est prisonnier de son propre inconscient. Il vit enchaîné à ses blessures non guéries, répétant ce qu'il a blessé, appelant amour ce qui n'est que peur, et tant qu'il ne regardera pas à l'intérieur de lui-même, il continuera à confondre attention et possession, affection et pouvoir. Le contrôle est son armure et sa prison. Derrière la voix ferme et les attitudes assurées, il y a un cœur dominé par l'insécurité, qui tente de sauver les autres pour ne pas avoir à se sauver lui-même. Carl Jung considérait la conscience comme le point de basculement de l'âme, l'instant où l'être humain cesse de vivre comme une victime de son inconscient et devient l'auteur de sa propre histoire. Lorsque la conscience s'éveille, le cycle s'interrompt. L'amour redevient un choix et non une obligation. Le silence redevient paix et non punition. Et la famille cesse enfin d'être une arène de répétition pour devenir un véritable lieu de rencontre. Ces vérités n'ont pas été écrites pour humilier le manipulateur, mais pour le libérer. Car personne ne devient libre en gardant les autres captifs. Le contrôle peut donner un sentiment de force, mais celle-ci est illusoire. La véritable force vient de l'abandon, de la reconnaissance de sa propre ombre, du courage de dire « moi aussi j'ai dû dominer parce que j'avais peur d'être oublié ». Cette confession, lorsqu'elle naît de la lucidité, n'affaiblit pas, elle humanise. Jung disait que l'âme ne recherche pas la perfection, mais l'intégrité. Et être entier, c'est accepter qu'il existe en chaque personne des parties contradictoires, le désir d'aimer et la peur de se perdre, la volonté d'aider et la tentation de dominer. Ce n'est que lorsque ces forces deviennent conscientes que l'être humain peut choisir. Et le choix conscient est le premier acte de liberté. Le manipulateur croit protéger les autres, mais ce qu'il protège réellement, c'est son propre vide. Et ce faisant, il détruit ce qu'il aime le plus, la confiance. Mais l'éveil est possible, il l'est toujours. La conscience ne juge pas, elle montre simplement. Elle révèle le miroir de l'âme avec toutes ses fissures, sans en condamner aucune. Et c'est en regardant ces fissures que la lumière entre, comme le disait Jung, la lumière de la compréhension, de la compassion et finalement du pardon. Lorsque la conscience s'épanouit, l'amour change de forme. Il cesse d'être une domination et devient une présence. Il n'exige rien, ne demande rien, ne pèse pas. Il commence à respecter l'espace de l'autre et surtout ses propres limites. L'âme qui s'éveille comprend qu'aimer, ce n'est pas attacher, c'est permettre à l'autre de marcher de ses propres jambes, même si cela signifie suivre des directions différentes. Le véritable amour n'emprisonne pas parce qu'il ne craint pas la liberté. Il existe un type de paix qui ne naît que lorsque l'on renonce au contrôle. Une paix qui ne vient pas de la victoire, mais de l'acceptation. Accepter que tout le monde ne changera pas, que certaines blessures ne guérissent pas avec des mots, et que la seule transformation possible commence à l'intérieur de soi. Cette acceptation est la maturation de l'âme, le point où l'amour cesse d'être un manque et devient conscience. Et c'est peut-être là le plus grand héritage qu'une personne puisse laisser au monde. Non pas le poids d'une manipulation déguisée en attention, mais l'exemple d'un amour lucide, capable d'exister sans possession et sans peur.
Un amour qui n'a pas besoin de contrôler pour rester amour. En fin de compte, la leçon de Jung résonne comme un adieu serein et définitif. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et c'est peut-être précisément cet éveil qui sépare l'amour qui emprisonne de l'amour qui guérit. La différence entre répéter la douleur et la transformer en conscience, entre vivre dans la peur et enfin vivre en paix. Si cette réflexion vous a parlé, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.